Bonjour à tous. Alors, pour cette intervention, je vais d'abord vous emmener dans un événement que j'ai vécu personnellement il y a à peu près 5 mois de ça, pour être à 3 jours près. Vous connaissez cette arène, sans doute. Vous l'avez déjà visitée, vous avez déjà assisté à des concerts, à des matchs de foot, que sais-je. Vous voyez, il y a 5 mois, j'étais ici en bas. Et j'étais en train de vivre la plus grande expérience personnelle en tant que guitariste amateur de rock qui m'a été donnée de vivre, c'est-à-dire que j'ai joué au Stade de France. Alors je ne vous ai pas vous n'êtes pas réunis ici ce matin pour m'entendre parler de cette expérience, et pourtant elle m'a paru intéressante pour illustrer le propos de l'humain au cœur du digital et comment justement arriver à remettre de l'humain dans cet environnement digital qu'on voit de plus en plus. Parce que les gens de Rock in 1000, c'est le nom de l'événement qui a été organisé au mois de juin en France et qui a eu lieu après ailleurs, et qui reviendra d'ailleurs en 2020 à Paris. Vous voyez, ça c'est une photo qui a été prise par ma chérie, qui était dans le public, qui était fébrile à l'idée de se dire que voilà, mon chéri, il est là-bas à gauche. Donc, voilà, j'étais un de ces 1000 personnes. Mais les gens de Rock in 1000, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Ils ont eu à définir une vision. C'est-à-dire être capable de dire où nous allons aller demain. Remplir le Stade de France. Réunir 50 000 personnes devant 1000 personnes qui sont des guitaristes, des musiciens amateurs, aucune star dans la salle, et il y a quand même 50 000 personnes dans la salle. Ils ont dû définir une stratégie pour arriver à acquérir justement l'ensemble de ces publics, définir l'organisation, c'est-à-dire concrètement les équipes en interne qui ont créé les contenus, qui ont amené le public, qui ont défini le marketing, qui ont défini avec les coachs, ce qu'on appelle les gourous, les tutoriels qui ont justement été amenés au travers d'un certain nombre d'outils. Ils ont défini ces contenus, ils ont défini les outils que moi-même j'ai utilisés en tant que musicien, une application, un site web qui me permettait d'interagir avec le programme et d'être un contributeur actif de cette aventure. Ils ont donné de l'autonomie aussi. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans le programme Rock in 1000 et qu'on va pouvoir voir comment le transposer ensuite à l'entreprise. C'est-à-dire qu'en donnant la possibilité à tous les intervenants, moi-même et d'autres musiciens, d'organiser des répétitions qui nous ont permis d'apprendre plus facilement l'ensemble de ces contenus. Ils nous ont permis de collaborer. Et pour ça, ils ont aussi laissé une grande part à l'initiative des coachs, mais aussi à l'initiative de tous ces musiciens qui venaient de partout dans le monde. Évidemment, beaucoup de Français au Stade de France, mais ils venaient de l'ensemble il y avait des gens qui venaient des États-Unis, d'Asie, enfin bref, d'un peu partout. Ils ont aussi donné des métriques. C'est pas juste donner de l'autonomie, c'est aussi contrôler. Avec les métriques, comme par exemple, le simple fait qu'on allait sur la plateforme pour écouter les contenus, c'était un signal pour eux de la manière dont on était impliqué en tant que musicien dans la préparation de l'événement. Ils ont bien sûr utilisé les réseaux sociaux très largement et ils ont appréhendé leur environnement parce que venir en France, à l'origine Rock in 1000, ça a été lancé par un Italien. Venir en France, ça veut dire s'adapter à des contraintes, à un environnement juridique et légal qui n'est pas le même que chez eux, par exemple. Pas possible pour des enfants de moins de 16 ans de jouer. L'obligation de présenter un certain nombre de papiers pour la sécurité, pour l'accès au Stade de France, parce que voilà, on est dans un pays où la sécurité est importante. Alors, tout ça, finalement, une entreprise, elle fait exactement la même chose. Elle va avoir à définir sa vision, son organisation, sa stratégie, etc. Rock in 1000 le fait pour un événement, mais ils le font aussi pour d'autres événements. Avec David Fayon, le co-auteur de ce livre, Transformation digitale 2.0, 6 leviers pour parer aux disruptions, on a mis, en fait, dans un modèle de maturité, l'ensemble de ces axes pour justement pouvoir les organiser et organiser la réflexion à la fois de l'humain et du digital, mais aussi l'ensemble des dimensions qu'on va retrouver dans ces 6 leviers. Donc la stratégie, bien sûr, vers où on veut aller, l'organisation, l'ensemble des structures organisationnelles qu'on va mettre en place, le personnel les hommes et les femmes qui composent l'entreprise, qui vont mettre en œuvre cette stratégie, l'environnement dans lequel tout ça s'intègre, l'offre qui est proposée, et bien sûr, la technologie et l'innovation sur laquelle cette offre repose. Ces 6 dimensions, on va les traiter quelle que soit l'entreprise, quelle que soit sa taille, et on va proposer dans le modèle 113 indicateurs de maturité qui vont permettre d'évaluer justement le niveau de maturité sur l'ensemble des dimensions que je viens de traiter précédemment. Donc, bien sûr, pour les petites entreprises,
On ne va pas avoir les 113, hein, ça n'aurait pas de sens. 60 indicateurs suffiront pour évaluer à 360 degrés la maturité digitale, enfin, la maturité de l'entreprise dans sa capacité à aborder le digital. Et pour les associations et les grandes administrations, on va avoir 92 indicateurs. Tous les indicateurs liés, par exemple, au chiffre d'affaires, au genre de choses, n'ont pas de sens pour ces environnements-là. Les 113 indicateurs, ils sont répartis, voilà, vous voyez, les 6 leviers sont organisés en groupements et voilà, vous avez ici la répartition de l'ensemble des indicateurs qui vont nous permettre d'apprécier, comme je le disais, à 360 degrés de manière cohérente. Donc on va bien mettre au même pied d'égalité l'ensemble des dimensions. Pour chacun de ces indicateurs, donc, qui sont représentés ici par l'ensemble des groupements, on va pouvoir apprécier les niveaux de maturité. Ça veut dire que du absent, donc là ça veut dire concrètement ce que ça veut dire, c'est concrètement on regarde un indicateur, l'entreprise se rend compte qu'elle n'a même pas ce niveau de maturité-là, jusqu'au niveau le plus élevé qui est un niveau optimal, avec le grand intérêt de cette démarche, c'est que pour chacun des niveaux, on va pouvoir positionner l'entreprise sur le critère donné et savoir immédiatement quelle est la feuille de route qui va derrière. Puisque quand on est par exemple au niveau 2 opportuniste, automatiquement, on sait qu'on peut aller au 3, 4 ou 5 et donc se construire du coup sa feuille de route sur chacun des indicateurs. D'un point de vue sectoriel, le livre est construit pour traiter 18 secteurs d'activité, ce qui couvre assez largement l'économie. Il y a peut-être des choses qu'on a oubliées, mais on a déjà une couverture assez large. Ce qui va permettre, pour certains indicateurs qui sont très adhérents au secteur industriel, de pouvoir avoir des référentiels qu'on va proposer dans le modèle, qui vont permettre de se positionner au regard des pairs dans le secteur. Alors qu'est-ce que ça donne du coup quand on utilise le modèle? Eh bien, là on a un exemple très, très simple de diagnostic flash qui a été réalisé par une entreprise du secteur bancaire et qui a, sur le levier personnel, comme vous voyez en haut, fait un certain nombre de constats. Là, la personne qui a fait ça a juste lu le livre, parcouru les différents indicateurs et s'est rendu compte, en lisant chacun des indicateurs, que pour chacun des leviers, l'entreprise dans laquelle, qu'elle connaît parfaitement bien, avait un niveau de maturité très bon pour certains indicateurs, très mauvais pour certains autres indicateurs, et à chaque fois, elle a expliqué pourquoi. Et en plus, elle a identifié les indicateurs qui étaient pour elle révélateurs de marche, de développement, d'investissement, qui méritaient d'être approfondis. Alors en particulier, si on regarde, vous voyez, ce qui a attiré son attention, par exemple, dans les faibles niveaux de maturité, on est très bon en France pour regarder ce qui est mauvais, donc c'est intéressant de voir aussi ce qui est bon. Et là, pour aujourd'hui, je vous propose de regarder ce qui a attiré l'attention et ce qui n'était pas bon. L'indicateur PF2, alors PF2, c'est une codification qu'on a proposée pour l'ensemble des 113 indicateurs pour les repérer facilement. Maîtrise du numérique par les principaux cadres dirigeants. Donc là, on va apprécier à quel point les cadres dirigeants ont, voilà, vous voyez, quand ils ont un smartphone dans la poche, ils savent s'en servir, est-ce qu'ils savent envoyer des emails, enfin ce genre de choses-là. D'ailleurs, on avait une intervention tout à l'heure des gens de L'Oréal qui justement nous exprimaient comment même les cadres dirigeants eux-mêmes participent aussi de l'usage des technologies. C'est un point important à apprécier. Alors, dans le modèle, dans le livre, vous allez pouvoir retrouver, vous retrouvez les 5 niveaux que j'évoquais tout à l'heure, le niveau 0 étant je n'ai pas atteint le niveau 1, et vous allez retrouver pour cet indicateur-là la définition précise de ce qu'il faut faire pour atteindre le niveau 1, 2, 3, 4 ou 5. Et là, pour cet exemple-là, c'est vrai pour cet indicateur et bien sûr pour les autres indicateurs, les définitions sont différentes. On va évaluer les fondamentaux du numérique et de la maîtrise par les dirigeants, avec 25% de la note appréciée sur un QCM à partir d'un certain nombre de mots-clés. Voilà, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un MOOC? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une app? Est-ce que vous savez ce que c'est que, bref, un certain nombre d'outils qu'on a l'habitude d'entendre quand on est dans ce milieu du digital? Et 75% liés à de l'appropriation et à la démonstration opérationnelle de la maîtrise de ces outils. Et la note sur le collège que forment les cadres dirigeants, la note moyenne va nous permettre d'apprécier le niveau qu'a l'entreprise sur ce sujet-là. Donc si la note est supérieure à 12, on a au moins un niveau de 1. Voilà, donc on est déjà au premier niveau de maturité. Si on regarde plus largement, quand on commence à se poser la question du digital et de la technologie, et comment est-ce qu'on fait pour remettre de l'humain dans tout ça, aussi pour donner plus d'agilité, c'est un des sujets qu'on a aussi déjà évoqué ce matin, eh bien, on va regarder d'autres indicateurs qui sont, là j'en ai proposé 3 sur lesquels je vous proposais de mettre l'accent ce matin.
Donc les sujets autour de l'organisation, vous savez que c'est un des leviers du modèle, donc on va s'intéresser à la manière de structurer l'entreprise et à la mise en place de structures agiles. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire que de mettre en place des structures agiles? On vous propose une définition, à chaque fois vous pouvez du coup vous positionner. Deuxième sujet sur le personnel, on avait eu un indicateur à l'instant, un autre indicateur sur l'intelligence collaborative, qui fait écho à une des interventions de ce matin, voilà, qui va qu'on va pouvoir positionner justement grâce à ces indicateurs. Troisième sujet technologique, avec l'existence d'un plan de transformation qui va mettre en place un certain nombre de technologies dans l'entreprise, d'outils à disposition des collaborateurs. Donc voilà, ça ce sont trois indicateurs qui sont révélateurs quand on les apprécie du niveau d'agilité que pourra avoir l'entreprise. Au-delà du modèle, vous allez trouver dans le livre des interviews d'un certain nombre le certain nombre c'est 23 pour être précis, il y a 23 interviewés et la préface de Gilles Babinet que je ne présente pas puisqu'il est très connu, qui nous ont fait l'amitié de répondre à nos questions pour illustrer des cas pratiques d'application dans l'entreprise d'un certain nombre des 6 leviers que nous avons décrits dans le livre. Si je reviens par exemple sur le sujet de l'agilité, vous retrouverez les interviews des 9 personnes que vous voyez ici et qui ont été amenées, chacun dans les leviers sur lesquels on les a interrogés, à s'exprimer sur ces sujets d'agilité d'entreprise et de comment du coup le collaborateur est amené à prendre sa place et comment l'humain reprend de la place dans ce monde digital. Donc voilà, j'en ai fini pour ce rapide tour d'horizon. Je vais revenir dans mon monde juste pour vous dire, cette expérience, et ça fera la conclusion avec ce que j'ai vécu il y a 5 mois, c'est justement ça, ce que j'ai tiré aussi au-delà de l'expérience personnelle en tant que musicien, c'est cette capacité qu'on peut avoir, et c'est vrai pour la musique, mais c'est vrai pour n'importe quel type de structure. On peut mettre en place un certain nombre d'outils si effectivement l'humain est respecté à l'intérieur de ces outils, et si justement ces outils servent à animer le dialogue. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.